Étienne Tassin, vous êtes philosophe, professeur à l'Université Paris-Diderot et spécialiste de la pensée d'Hannah Arendt. Nous sommes aujourd'hui au Salon de la Revue où vous venez de faire justement une intervention à propos de la revue Tumulte, qui a d'ailleurs consacré un numéro à la pensée d'Arendt il y a 4 ou 5 ans. Alors Arendt est aujourd'hui une référence constante dans le débat public, mais aussi dans l'espace universitaire où elle est beaucoup lue, étudiée, discutée. Alors avec cet entretien, on voudrait en savoir plus et comprendre pourquoi et comment la réflexion d'Hannah Arendt permet de penser le monde contemporain. Pourquoi aussi elle suscite tant de polémiques. Alors nous allons évoquer plus précisément avec vous votre lecture d'Arendt et la réflexion que vous menez sur le monde commun. Alors pour commencer, comment est-ce que vous avez découvert la pensée et l'œuvre d'Hannah Arendt ? Je l'ai découverte un petit peu par hasard et comme d'autres à propos d'un texte qui faisait partie du recueil intitulé La crise de la culture, qui avait été traduit en français et publié en 1972 et qui recueille ce que Arendt appelle des exercices de pensée. L'un de ces exercices de pensée était consacré à l'école sous le titre La crise de l'éducation. Et à l'époque, j'enseignais dans une école normale d'instituteurs, et donc ce texte était approprié pour réfléchir sur la question de l'éducation. Et ça m'a tout de suite passionné pour une raison précise qui tient à ce que vous venez d'évoquer sur le caractère polémique de la pensée d'Arendt, c'est qu'il y avait à cette époque-là, au début des années 80, une espèce de débat un peu caricatural entre les pédagogistes d'un côté, ceux qui clamaient les vertus de la pédagogie, et les tenants de l'école républicaine qui défendaient l'idée que l'instruction était la seule vérité en matière d'éducation. Et le texte d'Arendt cassait cette opposition-là. Et elle le cassait d'une manière très subtile qui fait qu'au fond, elle a quand même été récupérée par les tenants de l'école républicaine en disant « oui, ce que dit Arendt, il faut instruire, etc. » Bon, ce n'est pas du tout ce que dit Arendt. Certes, elle critique virulemment les pédagogues qui n'ont rien à enseigner d'autre que l'art de parler avec leurs élèves, mais en même temps, ce qu'elle dit, qui est fondamental, qui a été mon point d'accroche, c'est qu'elle dit qu'au fond, dans le jeu de la transmission, il y a des adultes, et particulièrement des éducateurs, des professeurs, mais aussi des parents, qui ont une charge qui est d'être les représentants du monde, et de transmettre justement cette image du monde à ceux à qui il s'adresse. Et c'est très intéressant parce qu'elle défend ce paradoxe qui évidemment était très frappant, qui dit voilà, si on veut être révolutionnaire en politique, c'est-à-dire conserver la totale liberté des acteurs dans la manière qu'ils ont de réorganiser le monde, de réorganiser la société, de se battre pour leurs idées, si on veut être révolutionnaire en politique, il faut être conservateur en matière d'éducation. C'est-à-dire qu'au fond, je ne peux accéder à une totale liberté dans un monde auquel j'appartiens, dans lequel je m'intègre et dans lequel je peux agir, qu'à condition que l'on m'ait permis d'accéder à ce monde. Et donc le rôle des générations antérieures, c'est bien de transmettre ce monde-là à ceux qui auront pour mission de le transformer, eux, selon leurs dispositions à eux. Voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans Arendt avec cette analyse-là, et dont vous voyez d'ailleurs qu'elle est profondément paradoxale, et je crois que ce qui fait la grandeur, l'intérêt et la difficulté d'Arendt, c'est qu'elle ne cesse de travailler sur des paradoxes. D'accord. Et alors, justement, on reviendra sur cette question des paradoxes, mais qu'est-ce qui fait la spécificité d'Hannah Arendt dans la philosophie politique, sachant qu'elle-même ne se définissait pas comme une philosophe, mais comme une théoricienne politique ? Je crois que la spécificité la plus remarquable, c'est qu'elle travaille au sein de la philosophie contre la philosophie politique. C'est-à-dire à la fois contre une tradition dont elle dit qu'elle remonte à Platon, tradition au sein de laquelle, au fond, le philosophe se soustrait aux exigences de la cité, prend de la hauteur, et de cette vision de surplomb décrète quelles sont les règles qu'il faut établir si l'on veut que la cité soit juste, bonne, heureuse, accomplie, etc. Et donc cette tradition-là, aux yeux d'Arendt, signifie qu'au fond, la philosophie, on dit être la philosophie politique, c'est la philosophie des philosophes qui traitent la politique comme un objet qui pourrait être tout d'un coup organisé, maîtrisé, contrôlé et dirigé. Ce qui est une manière, à ses yeux, de méconnaître la donne fondamentale qui est la donne politique. Or, la donne fondamentale, la donne politique, c'est que c'est la pluralité des individus.
la pluralité des situations, la pluralité des communautés, la pluralité des États, la pluralité des problèmes, la pluralité des rapports de force, la pluralité des conflits. Et ça, c'est pas contrôlable, c'est pas gérable, et aucune théorie ne saurait dire ce qu'il convient de faire. Or, toute une tradition de la philosophie politique a été une tradition de théoriciens, jusque, y compris John Rawls et la théorie de la justice. On fait des théories sur ce que devrait être la bonne gouvernance, la bonne société, la justice, la bonne composition sociale. Et cette posture théorétique est en réalité le principal obstacle à la compréhension de ce qui est en jeu dans la vie politique. Donc ce qu'a fait Arendt, c'est qu'elle a en quelque sorte fait basculer la situation en disant mais partons de la politique elle-même au lieu de partir de la philosophie. Ne cherchons pas à soumettre la politique aux exigences de la pensée philosophique, essayons de soumettre la philosophie à cette réalité incontrôlable qui est la politique gouvernée par la pluralité humaine et donc évidemment stochastique, aléatoire, indécidable. Et là, elle a eu cette idée qui, à mes yeux, a été sa contribution géniale à la fin du XXe siècle, c'est de dire, au fond, la politique, c'est une affaire d'action. Donc il faut partir de l'action. Analysons ce que c'est que l'action. Et quand elle parle de l'action, elle n'entend pas que l'action politique est une action parmi d'autres. L'action pédagogique, l'action scientifique, l'action économique, l'action morale, l'action technique. Non. Elle veut dire que politique, c'est agir. Donc la politique n'est pas en quelque sorte l'adjectif qui qualifie l'action, mais la politique est qualifiée par l'action comme étant sa nature, son mode d'être. Donc il nous faut s'interroger sur qu'est-ce que ça veut dire agir. Or, on n'agit qu'avec d'autres. La pluralité est la condition de l'action. Donc il faut maintenant réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire agir avec d'autres, donc engager évidemment des relations qui vont très rapidement devenir des relations conflictuelles, des relations combatives, des rapports de force, des antagonismes de toutes sortes, en vue de faire exister notre liberté. Et pas ma liberté privée, individuelle, mais ma liberté privée en tant qu'elle est l'expression rendue possible par une liberté collective qui est une liberté éminemment politique. Et donc, vous voyez, ça, là, son coup de génie, ça a été ça. C'est-à-dire de dire, voilà, agir, c'est commencer quelque chose, c'est commencer un geste libre. Il n'y a pas d'autre liberté que la liberté d'agir, il n'y a pas d'autre action que l'action libre. Et donc, dans cette liberté, évidemment, la multiplicité ou la pluralité des commencements vont rentrer en tension, en conflit. Et voilà ce que c'est que le milieu politique. Et évidemment, là, elle prenait le contre-pied de toute une tradition néo-platonicienne, disons. Donc avec cette idée-là de la liberté comme sens de la politique, elle s'oppose à toute référence qu'on peut avoir à l'autonomie, en fait se soumettre à une loi. Alors absolument, parce que effectivement, toute la question est de savoir quel est le concept de liberté que l'on mobilise si l'on veut comprendre l'action politique. Arendt fait remarquer qu'il y a au fond deux concepts antagoniques. L'un qui a été privilégié dans la tradition, qui a consisté à dire que la liberté était une faculté du sujet, un attribut de la volonté. Et cette représentation de la liberté consistait à dire, au fond, je suis libre quand je peux faire ce que je veux faire, et donc quand j'ai le pouvoir de le faire. Ce qui veut dire que la liberté est renvoyée à un pouvoir. Ce pouvoir s'exprime comment ? Par le contrôle ou la domination que j'ai sur moi-même. Et donc par conséquent, la liberté, du coup, est rapportée à la souveraineté. Et l'on dira que je suis libre quand je suis souverain. La forme moderne de cette idée de la souveraineté ce sera l'idée rousseauiste et l'idée kantienne de l'autonomie. Je me donne à moi-même ma propre loi, mais j'obéis moi-même à la loi que je me donne. Et ce que dit Arendt, c'est que ce concept-là est en réalité une transposition dans le champ politique d'une conception métaphysique qui fait de la liberté la faculté d'un sujet. Il y a une tradition, toute une généalogie, ça passe par saint Paul, ça passe par saint Augustin, ça passe par le stoïcisme, et tout ça vient finalement configurer notre idée moderne de la liberté comme autonomie. Et Arendt dit, en réalité, la liberté politique, c'est pas ça. La liberté politique, c'est pas une faculté que j'ai. La liberté politique, c'est le nom du rapport que j'ai avec les autres. Et ce rapport est un rapport d'égalité. Et donc, il ne peut y avoir de liberté que s'il y a de l'égalité. Ôter l'égalité, il n'y aura pas de liberté. Et donc, la question politique qui vise la liberté est en réalité la question de savoir comment on fait exister l'égalité. Et alors, justement, vous avez particulièrement travaillé sur la notion de monde commun. Comment comprendre cette idée de monde commun aujourd'hui par rapport aux notions, à la façon dont Arendt aborde ces notions de liberté et d'égalité, justement ?
La notion de monde commun est une notion un peu vague, générale, et donc exposée à beaucoup de malentendus et d'interprétations différentes. Il y a en réalité plusieurs mondes, ou plusieurs manières de penser le monde. Et on peut réfléchir à ce que sont ces manières de monde, si non pas des idées que nous avons, mais de nos activités, de ce que nous faisons. Et c'est ce qu'elle tente de faire dans La condition humaine. Elle dit, voilà, essayons de penser ce que nous faisons. Et elle distingue trois, comme vous le savez, catégories de faire, trois catégories d'activités. Le travail, l'œuvre et l'action. Et posons-nous alors la question, de quel monde est susceptible ou capable tel et tel type d'activité? Et donc là, elle avancera l'idée qu'au fond, le travail n'est pas configurateur de monde. Et là, évidemment, elle prend le contre-pied d'une tradition qui a été fortement stabilisée, si je puis dire, par Hegel et son interprétation du travail dans la dialectique du maître et du serviteur. Et de même qu'elle prend le contre-pied de ce que Marx en fera ensuite dans son analyse du travail, dans les manuscrits de 1944, etc. C'est-à-dire, le travail n'est pas configurateur de monde, dit Arendt. Il est simplement l'activité qui assure la reproduction du vivant, le métabolisme de la vie, comme le dit Marx, la perpétuation, la reconduction d'une vie perpétuellement mourante. Donc peu de monde dans le travail. Puis on passe à une autre activité, l'activité de l'œuvre, la fabrication. Et là, cette activité consiste à fabriquer des choses, des objets, mais aussi des institutions, des éléments qui consolident notre existence. Alors cette activité est édificatrice de monde. Mais il n'est pas sûr pour autant que ce monde en lui-même soit un monde commun, où la communauté de ce monde-là est encore tributaire de ce que nous fabriquons, de ce que nous instituons. Et si maintenant on se tourne alors vers l'activité de l'action, qui est l'activité politique par excellence, alors elle dit que la condition de cette activité, c'est la pluralité, on l'a dit tout à l'heure. Et cette activité-là, elle n'est pas édificatrice ou créatrice de monde, mais elle est instauratrice d'un lien social. Et ce lien social, ce rapport aux autres, c'est ce qui fait communauté. Et donc là, tout d'un coup, on a une nouvelle source d'un certain rapport à autrui et d'un rapport au monde d'autrui qui procède de l'agir ensemble, donc qui a cette dimension politique. Et là, ce monde commun, c'est le monde constitué par la communauté des acteurs agissant ensemble, qui est un autre monde que le monde de la communauté de ceux qui partageraient les mêmes valeurs, qui partagent les mêmes plats, la même table, qui partagent les mêmes territoires. Et c'est encore très différent de cette communauté ténue, voire inexistante, de ceux qui travaillent ensemble, puisqu'au fond, ce à quoi ils se vouent en travaillant, c'est simplement à la perpétuation de la vie, non pas à l'édification d'un monde. Alors ça, c'est très important, parce que ça veut dire au fond que le monde qui est politiquement institué par l'agir ensemble n'est pas tributaire, ni duplicateur, si je puis dire, d'un monde antérieur qui serait le monde de nos existences, de nos vies, et le monde de notre travail. Au fond, je crois qu'il y a chez Arendt trois strates. Il y a une strate qui dit l'être ensemble. L'être ensemble, c'est un petit monde. Il y a le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est un grand monde. Et toute la société est confrontée à cette question. Qu'est-ce que c'est que vivre ensemble et avec les autres? Puis il y a une troisième strate qui est beaucoup plus intéressante, c'est l'agir ensemble. Et là, l'agir ensemble, c'est le moment où c'est sous condition de la liberté que j'institue un rapport aux autres qui pourrait être constitutif d'un monde commun. Et donc le monde commun, au sens politique, c'est pas simplement, mais c'est aussi, mais c'est pas simplement le monde que nous partageons, le monde des choses, le monde des pays et des paysages, le monde de la nature et le monde des cultures que nous avons développées qui fait que nous vivons ensemble. C'est une autre nouvelle dimension de monde qui est en quelque sorte projective, c'est-à-dire quelle communauté, nous qui sommes à ce point pluriels, divisés en conflits, nous sommes capables d'instaurer depuis nos conflits, depuis ce qui nous divise et ce qui nous sépare. Et donc, je crois qu'il est très intéressant, c'est d'éviter le contresens qu'il faudrait dire monde commun égale unification du monde. Ah non, pas du tout unification. Au contraire, plus le monde est divisé, plus il a les chances d'être commun. Plus le monde est traversé par des lignes qui vont le fissurer, plus alors les enjeux de la politique vont se porter sur les points de fissure. Comment faire avec celui qui n'est pas de ma famille, qui n'est pas de ma religion, qui n'est pas de ma société, qui ne mange pas ce que je mange, etc. Bon, qui n'a pas les mêmes dieux que moi.
Et le monde commun, c'est le monde de ceux qui n'ont rien en commun. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est le sens, l'objectif, l'enjeu de la vie politique. Donc en fait, c'est l'espace entre les hommes qui est précisément ce qui a été détruit par le totalitarisme. Alors, est-ce que justement son analyse du monde commun, d'une certaine façon, a été pensée contre la fabrication de l'homme superflu qu'elle décrit dans les origines du totalitarisme, donc l'ouvrage qui a été publié en 1951. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut analyser d'autres formes de superfluité humaine avec la réflexion d'Arendt sur la fabrication de l'homme superflu par les totalitarismes du XXe siècle? Oui, votre observation comprend en deux volets, si je puis dire. Le premier, c'est que ce qui caractérise au fond l'analyse qu'elle propose de la domination totale, c'est-à-dire de la mise en place du système totalitaire à l'époque moderne, c'est précisément que cette domination est habitée, hantée par un processus d'unification. Il faut unifier, homogénéiser, réduire à l'un. C'est-à-dire il faut détruire la pluralité, donc détruire les capacités d'action, les libertés, donc détruire l'espace qui se constitue dans l'agir ensemble avec les autres, donc détruire l'espace public. Et donc effectivement, on comprend que la logique d'unification est la logique antipolitique par excellence. Le grand mérite et l'intérêt de l'analyse qu'Arendt a proposée du système totalitaire, c'est tout simplement de nous faire comprendre que ce n'est pas un système politique, que c'est même par excellence un système antipolitique, parce que c'est le système de la domination, et que la domination n'a rien à voir avec l'exercice de la vie politique, laquelle travaille avec les libertés, avec les puissances de commencer, les puissances d'agir. Mais deuxième volet, en effet, c'est ce que vous dites sur la production des hommes superflus. C'est qu'en effet, la logique de la domination totale est inévitablement une logique qui conduit à rendre l'existence humaine superflue, et les hommes totalement superflus. Puisqu'au fond, le paradoxe de la domination totale, c'est qu'elle ne saurait être totale qu'à condition de détruire ce sur quoi elle s'exerce. Et donc la domination totale est habitée d'une logique qui conduit à la destruction totale, et y compris, comme l'a montré Arendt de façon extrêmement convaincante, jusqu'à la destruction de ceux qui exercent eux-mêmes la domination. Donc il y a une espèce de logique folle et contradictoire qui rend les hommes totalement inutiles. Ce sont des paramètres négligeables de la vie collective. Et en ce sens-là, elle a pu montrer comment les sociétés de masse, sous l'emprise du totalitarisme, en effet rendu les individus superflus. Alors, y a-t-il aujourd'hui quelque chose comme une production d'hommes superflus dans les sociétés libérales soumises à, la logique capitaliste? Oui. Oui. C'est autre chose, c'est pas du tout la même logique, c'est pas du tout la même logique que la logique totalitaire. Mais néanmoins, il y a une production d'hommes superflus. On peut le nommer autrement. Bertrand Gilvy a parlé de la production de l'homme jetable. C'est une figure de la superfluité dans le contexte de nos sociétés modernes. Mais il est exact que l'économie capitaliste, dans sa phase globalisatrice, dans son moment de globalisation qui est le nôtre, que Arendt n'a absolument pas connu, cette économie-là produit des individus qui sont devenus superflus. Parce que tout simplement, ils ne participent pas à la production de valeur ou de richesse, y compris dans la consommation qui rend possible la production de ces valeurs et de ces richesses. Et alors, ça nous fait voir effectivement une tendance à une sorte de déshumanisation des rapports à l'intérieur des sphères du travail, à l'intérieur des sphères de l'entreprise, etc., qui est corrélative de l'hyperfinanciarisation de l'économie, au détriment de l'économie industrielle. Cette économie financière, en quelque sorte, elle rend abstrait et fait des êtres humains des variables qui peuvent être des variables négligeables. Et de la même façon aussi, dans un autre registre, dans un univers qui est soumis à cette dimension globalisée, la montée en puissance des migrations et du système des flux, des échanges migratoires, fait aussi que les sociétés qui sont supposées réceptives, les sociétés d'accueil, ne sont pas capables, l'exemple en est tristement donné par la France et l'Union européenne en ce moment, ne sont pas capables d'accueillir ces étrangers, ces migrants, ces réfugiés, etc. Et là, tout d'un coup, ceux-ci deviennent en effet des paramètres qu'il nous faudrait être capables de pouvoir jeter, quoi.
Et alors justement, sur cette question des migrants, et pour essayer peut-être de faire un lien avec l'analyse que propose Arendt dans les origines du totalitarisme, justement sa critique de l'État-nation et de l'abstraction des droits de l'homme. Déjà, est-ce que vous pourriez peut-être expliquer en quoi consiste cette critique de l'État-nation et de l'abstraction des droits de l'homme, et en quoi est-ce qu'aujourd'hui elles nous permettent encore de comprendre la situation qui est celle des migrants? Vous vous rappelez que j'ai parlé de l'intérêt que j'avais pour le paradoxe dans la pensée d'Arendt. Alors là-dessus aussi, il faut essayer de tenir le paradoxe. C'est-à-dire, d'un côté, à la fin de son volume sur l'impérialisme, qui est le deuxième volet des origines du totalitarisme, elle consacre tout un examen à ce qu'elle appelle le déclin de l'État-nation. L'État-nation, en quelque sorte, c'est ce dispositif qui part du principe que l'homogénéité culturelle d'une population est comme la condition requise d'une bonne administration politique. Et donc, comme disait Gellner, une congruence, en quelque sorte, entre une entité administrative et politique, l'État, et une culture qui doit être homogène. Bon. Et ce que montre Arendt, c'est qu'évidemment, cette figure de l'État-nation, elle repose sur un dogme qui est le dogme de la souveraineté. Ce dogme de la souveraineté, il s'est construit comme souveraineté populaire et il a immédiatement été traduit en termes de souveraineté nationale, comme s'il y avait équivalence entre une souveraineté populaire et une souveraineté nationale. Mais rappelez-vous, elle dit à propos de la liberté que, ce que nous disions sur l'autonomie tout à l'heure, que qui veut être libre doit renoncer à la souveraineté. Donc le principal obstacle politique constitutif des États-nations, et qui les voue à échouer, c'est précisément de se construire autour de l'idée de souveraineté par un processus d'homogénéification, d'unification et de fermeture du corps politique, du corps social de la population. Dans ce contexte, à l'époque moderne, arrive la Déclaration des droits de l'homme. Et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et Arendt fait remarquer ceci, c'est que cette déclaration-là ne confère pas de droits effectifs à ceux qui s'en réclameraient si ces droits ne sont pas soutenus et appuyés par des États. Donc sa critique de l'abstraction ne consiste pas à dire que ces droits sont vains, inutiles et inconsistants, elle consiste à dire que la consistance, l'utilité, la pertinence de ces droits est liée à des structures politiques, à des institutions politiques, c'est-à-dire au produit des actions humaines. Et donc en ce sens-là, le paradoxe est le suivant, c'est que les États souverains qui vont se constituer comme des États-nations font une déclaration qui deviendra une déclaration universelle des droits de l'homme après 1948, qui disent qu'au fond, tous les hommes ont des droits. Mais en réalité, le paradoxe, c'est que tous les hommes n'ont de droits que si les États leur reconnaissent et leur confèrent ces droits. Et ce qu'elle constate, évidemment, au lendemain de la Première Guerre mondiale avec le traité des minorités en 1919, c'est que tout d'un coup, l'Europe, dévastée par la Première Guerre, va produire des millions d'apatrides, de gens qui vont être privés des droits des pays qui leur étaient accordés par les pays dans lesquels ils vivaient et d'où ils sont expulsés, sans recevoir les droits des pays vers lesquels on les expulse, parce que ceux-ci ne leur reconnaissent pas ces droits-là, en considérant que ce sont des étrangers, non pas des nationaux. Donc la contradiction ici, tout d'un coup, explose avec son évidence. Et au fond, peut-être qu'il nous faut prêter attention à ça, c'est que l'époque moderne est née avec l'apatridie. C'est pas que l'apatridie soit un phénomène moderne, mais c'est que nous ne pouvons pas penser la composition de ce monde moderne qui se dessine avec la Première Guerre mondiale en Europe, mais qui devient une guerre mondiale, donc ce premier moment de la mondialisation, autrement que sous le couvert de cette production de l'apatridie. Et cette question de l'apatridie, alors, évidemment, elle ne trouve pas de solution, elle va trouver des solutions, justement, avec cette réorganisation des États. Bon, voilà, très bien. Mais la question de savoir comment se négocient, si je puis dire, les droits qui me sont reconnus parce que je suis membre d'un État, et les droits dont je dis que je dois les posséder, qu'on doit me les reconnaître du seul fait que je suis un être humain, cette question n'est toujours pas réglée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Union européenne, ou l'État français, la République française, peut se permettre de traiter comme des êtres jetables et superflus des individus au motif qu'ils ne peuvent plus, c'est-à-dire des migrants, entrer illégalement sur le territoire, ou se trouvant illégalement sur le territoire après y être entrés en pleine légalité, mais des migrants qui ont fait en sorte
de ne pas pouvoir être identifiés par un État d'origine, par un pays source vers lequel on les renverrait, ou qui tout simplement viennent de ces pays-là, mais doivent les quitter pour des raisons soit économiques, qui sont des raisons très sérieuses, ou des raisons politiques liées à des structures de domination en vigueur dans ces pays-là. Mais l'Union européenne, aujourd'hui, ne leur reconnaît pas ces droits-là, les traite au mépris du droit international, au mépris des différentes conventions qui, normalement, auxquelles les États ont souscrit et qui devraient régir, en quelque sorte, les rapports que nous entretenons avec les étrangers. Et donc, en ce sens-là, effectivement, il y a chez Arendt des éléments extrêmement pertinents pour penser la situation présente et contemporaine, même s'il ne faut pas les assimiler. Les migrants aujourd'hui, ce n'est pas les apatrides du début du XXe siècle. Mais conceptuellement, il y a des ressources extrêmement intéressantes chez Arendt pour penser ces problèmes-là en se soustrayant aux idéologies, enfin toute cette vulgarité qu'on entend sur la question des migrants aujourd'hui, quoi. Vous êtes justement engagé actuellement dans une réflexion militante sur le problème des migrants. Quelle est votre position sur cette question et comment le philosophe que vous êtes conçoit cet engagement militant? Il y a d'abord dans mon esprit une continuation, une filiation, disons, entre le travail que j'ai pu mener dans un cadre universitaire autour de la philosophie d'Arendt et de ses enjeux politiques, et puis cet engagement sur la question des migrants. Puis il y a un deuxième aspect qui est, sur lequel je reviendrai peut-être après, qui est la question du rapport entre la posture universitaire et académique et puis la posture politique ou sociale ou engagée, disons, de l'intellectuel, quoi. Mais sur la cohérence, c'est-à-dire que une des choses, on parlait à l'instant de la question de la patridie, et je crois très important de bien comprendre ce qu'Arendt a voulu dire à propos des droits de l'homme, parce que c'est par là que j'en viens justement à prendre en considération ce qui concerne les migrants. Ce que Arendt dit à propos des droits de l'homme, c'est qu'au fond, ce qui est fondamental dans la Déclaration des droits de l'homme, c'est que c'est une déclaration. Et en substance, je résumerai l'affaire de la façon suivante en disant ce que la Déclaration déclare, ce n'est pas simplement que des hommes ont des droits. Là, il nous dit c'est abstrait parce que ces droits ne sont jamais respectés s'il n'y a pas des puissances étatiques pour les faire respecter. Donc, ce qu'elle dit, ce n'est pas que la Déclaration déclare que les hommes ont des droits. Ce qu'elle dit en substance, c'est que la Déclaration déclare que les hommes sont des déclarateurs de droits. C'est-à-dire que une des formes que prend mon action et ma liberté agissant avec d'autres, c'est de déclarer. Et je déclare quoi? Je déclare que j'ai droit à une augmentation de salaire, je déclare que j'ai le droit à tel type de liberté, je déclare que j'ai le droit à la justice. Voilà. Et donc, je suis pris dans des mouvements de lutte sociale et dans des conflits qui, en réalité, peuvent toujours être compris comme des moments déclaratoires qui vont recourir à l'invocation du droit pour faire traduire dans les institutions et les politiques les conditions nécessaires au respect de ces droits. Et donc, en ce sens-là, en quelque sorte, la déclaration est une contestation permanente des régimes juridiques et politiques que les États se donnent, contestation car il s'agit en quelque sorte de toujours revendiquer d'autres droits que les droits déjà acquis. Je crois que là, il y a une dynamique sociale qui est fondamentale à laquelle Arendt a accédé à sa manière et qui signifie la chose suivante, c'est qu'en quelque sorte, je ne suis jamais plus déclarateur de droits et acteur politique au sens arendtien que quand je suis dans la désobéissance civile. La désobéissance civile qu'elle a analysée à la suite de Thoreau, c'est précisément l'acte par lequel, collectivement, nous disons « Ah, ce régime juridique-là, nous le contestons parce que nous déclarons d'autres droits qui nous semblent plus fondamentaux que ceux qui sont assurés par ce système institutionnel. » Et donc là, c'est comme ça qu'il y a cette dynamique-là. Or, quand j'agis, si je reprends la logique arendtienne qui me conduit aux migrants, quand j'agis, que fais-je? D'abord, j'agis toujours avec d'autres. Donc, c'est que faisons-nous? Ce que nous faisons, c'est que nous apparaissons. Nous nous manifestons. Nous nous manifestons comme acteurs, portés par un discours, tenus par des exigences, soumis à des injustices ou des torts grâce auxquels et pour lesquels nous battons. Et donc, toute action manifeste ou révèle. Et je pense qu'on peut interpréter cette idée arendtienne de la puissance révélatrice de l'action, qui me révèle moi comme acteur, qui me révèle à mes propres yeux et pas simplement aux yeux des autres, comme étant le titre
dont je peux me réclamer pour dire je suis un citoyen. C'est parce que j'agis que je suis citoyen. C'est pas parce que je suis citoyen que je peux agir. C'est en tant que j'agis que je suis citoyen. Or, en 1996, au moment de l'occupation de l'église Saint-Bernard, voilà tout d'un coup que des individus condamnés à la clandestinité, parce qu'ils sont dans l'illégalité, vont apparaître dans l'espace public, revendiquer des droits, c'est-à-dire vont se faire déclarateurs de droits. Mais ils vont se faire déclarateurs de droits en se manifestant, c'est-à-dire en témoignant d'un courage extraordinaire par lequel ils affrontent, en se révélant en public, ils affrontent la police qui prend des photos, qui tente de les identifier, et ils savent que la menace, c'est la rétention, l'expulsion, etc. Ils témoignent de ce courage civil qui dit, voilà, votre système nous prive de notre humanité en nous privant de droits, nous réclamons l'humanité en réclamant un droit. Et ça, c'est par l'action collective que celle-ci s'est faite. Et donc, j'ai tiré cette argumentation vers sa conclusion, qui serait la suivante, c'est qu'au fond, en se rendant visible, en agissant, en manifestant, ces individus sans droit et privés de droit, qui étaient les migrants clandestins, font la preuve qu'ils sont citoyens. Ils sont acteurs. Ils font la preuve qu'ils sont citoyens parce qu'ils déclarent les droits auxquels ils devraient avoir droit et qu'on leur refuse. Et c'est en ce sens-là que j'ai commencé à m'intéresser justement à cette posture du migrant. Avant de m'intéresser à celui qui traverse des frontières, je me suis intéressé à celui qui traverse une autre frontière, qui vit dans les catacombes de Paris et qui un jour sort de ces catacombes sur la voie publique et dit « moi aussi j'existe ». Et après j'étais fasciné par ces manifestations qui ont duré des années, où les migrants par exemple tournaient autour de la place du Châtelet en disant « nous sommes des clandestins et nous voulons être des êtres humains », c'est-à-dire nous voulons que, ce qu'Arendt appelle le droit à avoir des droits, nous voulons que ce droit nous soit accordé, que nous soyons reconnus comme des êtres qui ont le droit d'avoir des droits. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est que cette notion du droit d'avoir des droits, c'est une notion qui ne peut pas rentrer dans la déclaration des droits, mais sans laquelle aucune déclaration des droits ne pourrait se faire. Il y a quelque chose comme un principe transcendantal du droit. Un être humain, c'est un être qui a droit à avoir des droits. Concrètement, qui a droit à déclarer qu'il a droit à avoir des droits. Que font les États avec les non-nationaux? Les États qui sont soumis à ce dogme qui est constitutif de la politique moderne, de la souveraineté nationale, et qui dit « vous êtes citoyen si vous êtes un national. Vous n'êtes pas un national, vous ne pouvez pas être un citoyen. » Que font ces États? Ils dénient le droit à avoir des droits à des individus qui ne peuvent pas présenter une carte de nationalité, ou qui ont rejeté cette carte de nationalité, qui ont été jusqu'à se brûler les bouts des doigts pour qu'on ne puisse pas les identifier. C'est-à-dire qui refusent toutes les procédures d'identification, qui refusent de décliner des identités. Or, le système de la citoyenneté dans l'univers républicain ordinaire consiste à dire il faut que vous déclariez une identité pour pouvoir être un citoyen. Et ce qui est extraordinaire, je crois, dans la conception arendtienne de l'action, c'est qu'elle n'est pas subordonnée à une déclaration d'identité. Au contraire, quand j'agis, je me révèle acteur, mais l'acteur que je révèle n'est pas l'être que par ailleurs je suis. Et donc je peux être un immigré soudanais à Paris et être un citoyen français parce que tout simplement, en agissant publiquement dans l'espace public, je fais valoir un principe de civisme, donc de co-citoyenneté, qui en quelque sorte constitue le titre qui me donne droit à être reconnu comme un être qui a des droits. Alors ça, je crois que c'est extrêmement important. Et c'est pour ça que les luttes des sans-papiers peuvent tout d'un coup prendre, à mes yeux, d'un point de vue arendtien, mais que Arendt ne se soit pas du tout intéressé à ces choses-là, on est bien d'accord, mais prennent, à mon avis, une sorte de valeur de test, et qui est un double test, qui est un test démocratique. Est-ce que vous êtes capable de reconnaître les vrais citoyens qui ne sont pas identifiables par leur nationalité, mais qui sont citoyens par leur courage, par leur action civique, par leur engagement dans l'espace public, parce qu'ils sont des déclarateurs de droits, réclamant des droits que vous leur refusez? Ça, c'est un test démocratique fondamental. Et c'est en même temps un test cosmopolitique, ce qui nous ramène à la question du monde et du monde commun. Car que fait la France, que fait l'Union européenne en fermant ses frontières et en déniant aux individus le titre de citoyen au motif qu'ils n'ont pas la bonne nationalité? Eh bien, tout simplement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle les rejette hors du monde. Et elle dénie le monde.
Et est-ce que, justement, par rapport à cette question du civisme, cette notion d'identité nationale qui revient en permanence, est-ce que Hannah Arendt permet de penser une subjectivité politique, justement, qui permette d'aller au-delà de cette idée d'identité nationale? Je crois qu'elle nous offre une ressource conceptuelle précieuse et absolument originale pour penser ça. C'est-à-dire qu'au fond, parce que c'est peut-être la seule philosophe, en tout cas c'est la seule que je connaisse, qui, s'intéressant à l'action, a reconnu dans l'action une puissance de révélation, comme si l'action produisait son acteur. Ce qui veut dire, produire en français ici deux sens, le rend visible sur une scène, il se produit, il se rend visible, et le génère, l'engendre, lui donne naissance. Donc au fond, quand j'agis, je me donne naissance en me rendant visible. Et c'est la même chose de se rendre visible, de se manifester, d'apparaître dans l'espace public et d'exister comme acteur dans cet espace public. Donc, le processus qu'Arendt appelle de distinction, je me distingue en agissant, que j'appelle moi, pour que les choses soient plus claires, un processus de singularisation, c'est précisément un processus de subjectivation politique, mais d'une subjectivité politique qui procède d'une désidentification à l'égard de ce à quoi on voudrait me ramener ou me rabattre, c'est-à-dire en disant « mais t'es qu'un Soudanais, t'as pas de papier, t'es un musulman, t'es pas un bon chrétien, etc. etc. » Et donc précisément, je crois qu'Arendt, par son analyse de l'action, par ce que j'ai appelé moi sa phénoménologie de l'action, nous permet de comprendre le processus d'une subjectivation politique désidentifiante, mais qui en réalité, positivement, est un processus de singularisation des acteurs. Et ça, c'est très important, parce que rappelez-vous ce qu'on disait sur les strates de monde. Le monde politique commun, c'est le monde des acteurs, c'est-à-dire des êtres singuliers agissant ensemble. Ce n'est pas le monde des identités, parce que c'est quoi l'identité? C'est une identité qu'on dit nationale, religieuse, physiologique, etc. Donc ce registre des identités, il relève d'un régime d'appartenance communautaire, on appartient à des classes et à des ensembles, qui n'ont rien à voir avec l'action politique. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que quand j'agis, je me désidentifie de ces assignations sociales, culturelles, religieuses, etc., de ces jeux de valeurs, je m'en désidentifie, je me singularise, et je me singularise avec d'autres. Donc voilà que tout d'un coup, j'instaure un rapport, je crée un lien, je forme une communauté d'êtres singuliers, c'est-à-dire d'être libre. Ce qui est totalement différent, bien évidemment, du fait de se manifester comme un être identifiable et réductible à son identification sociale. Je n'y peux rien de mes identifications. Je suis un homme et pas une femme, j'y peux rien. Je suis un blanc et pas un noir, j'y peux rien, etc., etc. Bon. Mais ce que je fais de ma vie dans mes actions avec d'autres, ça dépend entièrement de moi. Ça, c'est ma liberté. Et une communauté politique, c'est une communauté d'êtres libres, c'est pas une communauté de gens qui appartiennent au même Dieu, au même lieu, au même territoire, etc. Mais cette liberté, justement, Arendt dit qu'elle s'ancre ontologiquement dans la naissance. Mais quand on vient au monde, on a aussi tout un héritage génétique, culturel. Donc comment est-ce que cette liberté peut s'exprimer, cette nouveauté, justement? La naissance est une image. Il ne faut pas la prendre comme l'expression de ce qui se joue dans la naissance biologique. Effectivement, quand je nais fortement déterminé par mon code génétique, et ensuite cette détermination est accrue par l'éducation que je reçois, le milieu social au sein duquel je grandis, et au sein duquel je vais construire mon identité. Ça, c'est un régime qu'on connaît. Mais l'action, dont la condition et la pluralité est, dit Arendt, la natalité en effet, l'action, elle appelle ça une seconde naissance. Et cette seconde naissance n'est pas à prendre sur le même plan et le même régime que la première. La seconde naissance, c'est quoi? C'est que quand j'agis, je commence. Et je commence quoi quand j'agis? Je commence une action, je commence l'acteur qui commence une action, je commence un monde avec d'autres qui commencent avec mes actions. Donc le commencement est un commencement absolu. C'est très difficile à comprendre, mais c'est fondamental si on veut comprendre la politique. Toute politique est une politique des commencements, c'est-à-dire des libertés. Et en ce sens-là, c'est une seconde naissance. Et cette seconde naissance ne me rend pas entièrement tributaire de mes héritages, de
des milieux d'où je proviens et de cette détermination génétique que vous évoquez. Au contraire, ce qu'Arendt nous invite, nous demande de penser, c'est la chose suivante. Comment puis-je me rendre absolument libre par mes actions, en sachant qu'en réalité, si moi j'agis, celui qui agit est encore l'enfant, par ailleurs, de sa première naissance, c'est-à-dire de ses appartenances, de ses milieux sa culture, etc. Mais ce qui est extraordinaire, c'est ça, c'est que au lieu d'imaginer un peu la manière de Sartre, clivage total, je suis dans l'en-soi ou je suis dans le pour-soi, je suis dans la liberté ou je suis dans la détermination. Au lieu d'imaginer une séparation totale, ou au lieu d'imaginer à l'inverse une dépendance totale, je ne peux être rien d'autre que ce à quoi je suis voué ou destiné par mon appareil physiologique, mon code génétique, l'éducation que j'ai reçue, les valeurs qu'on m'a inculquées, etc. Donc au lieu de se situer dans l'abstraction d'un être qui ne devrait rien à rien, ou d'un être qui est entièrement déterminé, qui doit tout à d'autres que lui, Arendt essaye de penser le moment de rupture, ce que j'ai appelé moi le moment de déhiscence. Comment est-ce que je m'accomplis en me singularisant, c'est-à-dire en me désidentifiant, mais en même temps en me faisant exister comme être libre. Et évidemment, il y a des conditions, ça c'est pas une abstraction, c'est pas quelque chose comme ça. Mais c'est ça l'enjeu de la politique, c'est ça qui est intéressant. Je crois que c'est ça, même ça qui est la chose la plus intéressante, c'est-à-dire comment, au lieu de subir notre héritage, nous le transformons par nos actions. Et rappelez-vous ce que nous disions en commençant. Il faut être conservateur en éducation pour être révolutionnaire en politique. Être révolutionnaire en politique, ça veut dire être libre. Et quelle est la responsabilité qui est attachée à cette liberté alors? Parce que vous évoquiez Sartre, justement, là on voit bien comment la responsabilité est entière parce que la liberté est totale. Et chez Arendt, quel type de responsabilité est liée à la notion de liberté? C'est la responsabilité pour le monde. Elle dit des éducateurs, nous revenons à notre point de départ, des éducateurs, des enseignants, des adultes, ils sont responsables du monde pour les autres. Moi, je suis responsable du monde dans chacune de mes actions. Et en quelque sorte, on pourrait dire que ma responsabilité est d'autant plus grande que j'affirme la singularité de ma liberté dans un monde commun avec d'autres qui affirment eux aussi la singularité de leur liberté. Et donc, si nous voulons préserver le monde qui rend possible que nous soyons libres, alors il nous faut nous tenir toujours responsables pour le monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a même en quelque sorte des régimes d'obligation très forts qui sont le corrélat merveilleux de notre puissance de commencer, de notre liberté. C'est pour ça que l'instauration d'un monde commun, l'instauration d'un monde commun est, je crois, ce que vise la politique. Arendt dit que la liberté est la raison d'être de la politique. Mais elle dit aussi qu'au centre de la politique, on trouve toujours le souci pour le monde. Mais je crois qu'il nous faut penser les deux choses. Comment la liberté et le monde s'articulent l'un à l'autre, et la responsabilité est là, dans ce point d'articulation d'une liberté et d'un monde. Et alors, comment expliquer que Arendt demeure une référence si disputée aujourd'hui? C'est-à-dire que d'où vient la passion qu'elle suscite, l'adhésion ou l'hostilité à sa pensée, mais aussi à sa personnalité? Comment se fait-il qu'elle puisse être récupérée par les deux pôles de l'échiquier politique, à la fois par la gauche et à la fois par la droite? Oui, elle est récupérée, elle est récupérable. Et c'est le prix à payer de sa liberté, ça. Alors, c'est une question complexe. D'un côté, il y a quelque chose qui tient, en tout cas en France, à l'histoire de la réception et de la traduction d'Arendt. Je crois que, pour le dire rapidement, d'une façon un peu sommaire, en quelque sorte, Arendt a accédé à son lectorat via un triple filtre. Un filtre aronien, car Raymond Aron est celui qui va l'accueillir dans sa collection en 1961 chez Calman Levy, et pour lequel d'ailleurs elle avait une grande estime. Et donc évidemment, toute la gauche bien pensante va dire bon, c'est une libérale, elle est sous la tutelle d'Aron, etc. Hop, son cas de ce point de vue-là a été réglé. Il y a un deuxième filtre qui est le filtre heideggerien. On a toujours imaginé que ses relations avec Heidegger avaient évidemment pour conséquence qu'elle n'était qu'un succédané, un second couteau de la pensée heideggerienne. Alors qu'en réalité, elle a eu un geste d'une audace inouïe et d'une fécondité extraordinaire qui a été justement de prendre le contre-pied de Heidegger pour rendre possible une pensée du politique et de la liberté politique que l'heideggerianisme rendait impossible. Mais ce filtre-là est toujours prégnant. Il y a un troisième filtre qui est un filtre, disons, habermasien. On tente de voir en Arendt celle qui commence ce que va accomplir
Habermas avec la théorie de l'agir communicationnel et la théorie de la discussion publique, c'est-à-dire cette idée selon laquelle l'espace public serait le lieu où nous parlons ensemble pour dégager un consensus qui rend possible qu'ensuite nous prenions des décisions légitimes. Ça n'a rien à voir avec Arendt. On ne parle pas dans l'espace public pour produire des consensus, pour prendre des décisions. On parle pour tisser un lien, pour que quelque chose d'un monde commun puisse se construire. Mais ce n'est pas en vue de prendre des décisions qui seraient légitimantes, vous voyez, enfin plutôt qui seraient légitimées par la procédure par laquelle nous aboutissons. Donc au fond, ces trois filtres-là ont amené à lire Arendt avec les yeux des autres, comme si Arendt, parce qu'elle est une femme, doit être lue par les yeux d'un homme, Heidegger, Aron, Habermas, etc. Je crois qu'il y a quelque chose là-dessus qui s'est joué. Bon. Puis il y a un deuxième aspect de ça, c'est que Arendt se situe à l'écart de l'université délibérément. Vous savez que quand elle était aux États-Unis, les prestigieuses universités, Chicago, Berkeley, Princeton, la courtisaient en disant « mais venez chez nous, on vous offre des conditions en or pour que vous soyez professeur chez nous ». Je dis « non, pas du tout. Moi, les universitaires, je les fréquente de temps en temps, mais je ne veux pas être une universitaire ». Et ça, c'est une position très forte. Ça veut dire, quand je pense, je ne suis pas une académicienne, quand je pense, je suis une pensée libre dans un univers social qui a ses attentes, ses exigences et ses contraintes, et je m'engage entièrement là-dedans. Et alors, ça veut dire que c'est un style d'écriture, d'exposition, de démonstration, qui n'est pas soumis aux logiques du traité philosophique, de l'argumentation philosophique, et qui en même temps se tient à distance du journalisme qui est lié à l'événement et à des attentes médiatiques. Donc elle est dans un registre d'écriture, d'expression de la pensée, ce qu'elle appelle les exercices de pensée, qui la rendent douteuse pour les universitaires et facilement récupérable par, disons, les politiques, les médiatiques, etc. Et à ce moment-là, effectivement, vous lisez des textes d'Arendt, vous pouvez toujours choper une phrase qui vous fait dire, comme on l'entend souvent à la radio, que c'est une républicaine, ailleurs que c'est une libérale, pour les troisièmes c'est une conservatrice, etc. On apprend même aujourd'hui qu'elle est un peu nazie, etc. On peut lui faire dire tout ce qu'on veut. Mais ça, c'est l'envers ou le revers, disons, d'une liberté de pensée inouïe. Mais ça exige alors de nous, lecteurs, une attention, un sérieux, un travail que je pense que ceux qui la traitent comme ça ne font pas. Je vous remercie beaucoup, Étienne Tassin. C'est un plaisir.